Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Stéphanie et aujourd'hui je vais vous parler de votre curriculum vitae. Qu'est-ce qu'on met exactement dans un CV? Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, c'est le but de cet enregistrement vidéo. Je vais en tout cas essayer de vous mettre sur la voie. Alors, pourquoi un CV? Très simple. Vous voulez un emploi? Eh bien, à l'heure actuelle, il vous faut un CV. Alors, est-ce que LinkedIn n'est pas suffisant? Ma réponse est non. Effectivement, un profil LinkedIn n'est toujours pas suffisant pour l'instant et un CV est toujours requis pour pouvoir postuler pour un emploi. Une autre question, est-ce que je ne devrais pas faire une vidéo? Pour l'instant, non. Effectivement, de plus en plus, on parle de CV vidéo, mais ça n'est pas encore à l'heure du jour. Peut-être que dans quelques années, vous devrez faire votre mini vidéo et l'envoyer pour pouvoir postuler pour un emploi. Mais à l'heure actuelle, donc aujourd'hui, nous travaillons toujours encore avec un CV. C'est le meilleur moyen encore pour pouvoir vous présenter et postuler pour un emploi vacant ou postuler de façon spontanée au sein d'une entreprise. Qu'est-ce qu'un CV? Alors là, je vais vous dire surtout ce que ce n'est pas. Un CV n'est pas raconter toute votre expérience professionnelle, toutes vos années, toutes les expertises, les compétences, les projets que vous avez faits, etc. Mais c'est plutôt un teaser pour en savoir plus sur vous. Donc c'est important de bien distinguer qu'un CV ne peut pas en quelques pages relater toute votre expérience professionnelle. Alors, c'est un teaser, donc on veut en savoir plus sur vous, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous recherchez, et c'est le but en fait d'un CV. Ça fait partie de votre image de marque. Et l'image de marque, elle est double. D'un côté, il y a tout ce qui est par écrit. Ça veut dire ce que l'on retrouve sur vous sur LinkedIn, mais également dans votre CV. Mais votre image de marque, c'est aussi ce que vous dites. Ce que vous dites lors d'événements networking ou bien lors d'un entretien. C'est ce que vous formulez sur vous, sur votre expérience, sur vos ambitions professionnelles. Donc le CV, lui, fait partie de votre image de marque, mais la partie donc par écrit évidemment. Et c'est aussi donc le canal de communication qui est encore nécessaire à l'heure actuelle, comme je vous le disais, pour rentrer en contact avec des recruteurs ou bien avec des décideurs potentiels au sein des entreprises. Alors, quel est le but in fine d'un curriculum vitae? Eh bien, en fait, c'est d'être invité pour un entretien, c'est d'être invité pour une première rencontre dans le cadre d'un processus de recrutement. Et on a la possibilité que de faire une fois une bonne impression. Donc c'est autant dire que votre curriculum vitae, qui est souvent le premier contact avec un recruteur ou bien avec un décideur au sein d'une entreprise, doit vraiment être peaufiné et refléter en fait qui vous êtes, quel type de personne, de personnalité que vous êtes exactement. Donc cette première impression, ce premier contact est tout à fait crucial dans la recherche d'un emploi. Quelles sont les sortes de CV qui existent? Il existe plusieurs sortes. Il existe les CV chronologiques, les CV fonctionnels et les CV de type créatif. Alors, le CV chronologique est en fait le plus usité. C'est ce que les recruteurs donc utilisent le plus. C'est ce dont je vais également vous parler dans cet enregistrement. Le CV fonctionnel et le créatif, lui, existent également, mais sont moins utilisés. Mais ils sont utilisés dans des cas bien spécifiques. J'y reviendrai un peu plus loin dans le cadre de cette vidéo. Alors, quand est-ce que votre CV, lui, il est prêt? J'aurais envie de dire, il est uniquement prêt quand vous avez réellement déterminé vos objectifs. Si vous n'avez pas déterminé vos objectifs,
si vous ne savez pas quelle est votre destination finale, vous n'y arriverez jamais. En fait, votre curriculum vitae doit vous projeter dans le futur. C'est votre ambition professionnelle, ce sont vos objectifs professionnels. Et donc, il est important de déterminer quels sont ces objectifs que vous voulez atteindre. Un CV a deux parties. Il y a le passé, il y a le bagage, il y a votre sac à dos, on peut dire, avec vos expériences, vos contributions, les projets que vous avez faits. Mais il comporte également une partie qui est visée vers le futur. Et cette partie, en fait, c'est vraiment donc ces objectifs professionnels, ce que vous recherchez en tant qu'entreprise, en tant que type de job, en tant que type de culture, éventuellement la localisation ou le type de projet. Donc, qu'est-ce que vous recherchez exactement comme type de job ou comme type d'entreprise donc au niveau carrière professionnelle. Si ces objectifs ne sont pas déterminés à l'avance, votre CV probablement ne reflète pas exactement les expériences ou les expertises ou les exemples nécessaires pour justement faire en sorte d'obtenir ces objectifs. Donc, il doit y avoir une adéquation entre les exemples que vous utilisez, les descriptifs de vos expériences antérieures. Celles-ci doivent correspondre ou en tout cas promouvoir l'objectif professionnel que vous vous êtes fixé. Si ces objectifs professionnels ne sont pas encore fixés, il est fort probable que le contenu de votre CV ne reflète pas forcément cette adéquation entre le contenu et les objectifs à atteindre. Si vous allez au sein d'une entreprise pour un entretien et que vous-même, vous n'êtes pas déterminé par rapport à ces objectifs ou ces intentions professionnelles, là aussi, vous risqueriez de recevoir la réputation par un recruteur. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un de très bien, etc. et tout, mais il est indécis, il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, l'importance ici de travailler sur l'objectif final, vos intentions finales, de déterminer ces objectifs professionnels afin de choisir les bons exemples, les bonnes situations à utiliser dans votre CV. Alors, rédiger un CV, eh bien, ça ne se fait pas en 1, 2, 3 mouvements. C'est pas quelque chose que l'on fait en une après-midi. Souvent, le CV prend quelques semaines, on y travaille, on le met de côté, on le relit, on recommence, on adapte, etc. On le fait lire par quelqu'un, on le fait relire par une deuxième, par une troisième personne, éventuellement quelqu'un du secteur, pour voir si tout est bien cohérent, si tout est bien complet. Mais c'est un travail qui ne se fait pas en 1, 2, 3 mouvements et qui prend un certain temps pour pouvoir le finaliser. C'est souvent plus facile de dire verbalement que de le mettre par écrit pour certaines personnes. Donc, le verbal, c'est très bien. Le mettre par écrit de manière concise, de façon que ce soit bien compréhensible et que tous les messages passent que l'on veut faire passer par un CV. Donc, c'est très important d'y accorder un minimum de temps et de ne pas bâcler cette tâche. Alors, j'entends souvent dire plusieurs CV ou pas. Alors, je vais prendre ici une position. Les CV à l'heure actuelle, ils sont disponibles souvent sur différents réseaux. Ça peut être par exemple sur Monster, sur Stepstone, sur LinkedIn, etc. Et si un recruteur voit plusieurs versions de votre CV, ça fait pas très professionnel, ça n'inspire pas confiance et ça manque de crédibilité. D'où l'importance, à nouveau, je reviens sur la détermination de ce que vous voulez réellement obtenir et atteindre au niveau professionnel, quels sont ces objectifs. Et vous êtes en fait, même si vous sollicitez sur 2 jobs différents, vous êtes en fait toujours la même personne, vous avez toujours le même bagage, vous avez toujours le même passé, vous avez toujours la même expérience antérieure. Ce qui est important, c'est de déterminer ce que vous voulez obtenir et de choisir les bons éléments, les bons exemples qui puissent en tout cas mettre en avant les compétences ou les projets que vous avez faits, qui puissent en tout cas promouvoir
votre capacité en termes du job pour lequel vous vous sollicitez. Donc c'est important d'avoir, à mon sens, hein, à nouveau, vous allez peut-être avoir plusieurs sons de cloche, mais d'avoir une version de CV. Si vous voulez mettre éventuellement certaines choses en valeur ou les mettre en évidence, utilisez alors la lettre de motivation pour mentionner ces éléments. Mais à nouveau, à l'heure actuelle, il y a les réseaux et les réseaux qui contiennent peut-être plusieurs sortes de CV, et là c'est une façon en fait de se faire brûler entre guillemets auprès des recruteurs, d'avoir plusieurs sortes de CV donc actifs sur internet, ce que je ne vous conseille pas. Et si vous voulez donc mentionner des choses différentes ou nuancer certaines expériences, la lettre de motivation peut être utilisée à cet escient. Alors, qu'en est-il de la forme? Alors, la forme, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Word et PDF. Alors, actuel, donc, il n'y a plus de CV sur papier. On ne l'envoie plus par courrier, mais donc on fait ça en Word et on l'envoie par PDF. C'est important de toujours convertir sa version Word en PDF pour éviter que quelqu'un qui ait une autre version de Word ou Windows, qu'il reçoive votre CV dans un autre format que celui que vous avez fait au départ. Il arrive parfois que vous deviez envoyer lettre de motivation et CV en un document. Là, je vous conseille alors de créer un nouveau document où vous avez en première instance la lettre de motivation, et puis la deuxième page et la troisième page votre curriculum vitae, et vous convertissez le tout en un document PDF que vous envoyez. Vous avez donc un document à télécharger et à soumettre. Qu'en est-il des tendances régionales et de la langue? Alors, nous sommes en Belgique, un CV est souvent différent d'un pays à un autre. Je dirais pour la Belgique 2 pages maximum. Vous avez peut-être un CV plus long, il n'y a pas de souci, vous gardez cette longue version avec vous. Avant l'entretien, vous relisez cette version, comme ça les choses sont à nouveau donc dans votre tête avec les exemples et les dates, etc. qui sont nécessaires. Mais dans le cadre de l'envoi d'un CV pour postuler pour un job, là je vous conseille une version maximum 2 pages. Avec les 10-12 dernières années, les plus récentes, sur la première page. Donc quand on parle d'un CV chronologique, il est en fait non pas chronologique le plus ancien vers le plus nouveau, non, on commence avec le plus récent et on recule dans le passé jusqu'aux études. Donc les 10-12 dernières années sont importantes et sont cruciales et doivent se retrouver sur la première page. Un recruteur, en fait, ne retourne la première page que s'il est convaincu parce qu'il a vu ou parce qu'il a lu sur la première page de votre CV. Alors, au niveau des langues, là aussi, tout dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Si vous recherchez en Flandre, en Wallonie, sur Bruxelles, si vous recherchez dans une petite PME ou bien si vous recherchez dans une grande entreprise, ça va déjà vous donner une idée. Est-ce que je fais mon CV en français, en néerlandais ou en anglais? Alors, à défaut, si vous avez une version en anglais et que soudainement vous sollicitez pour un job où l'annonce est en français, parce que c'est important de répondre dans la langue de l'annonce. Si l'annonce est en français, vous répondez en français. Si c'est en néerlandais, vous répondez en néerlandais, et en anglais. Mais imaginons que vous n'avez pas de version française ou de version néerlandaise. On peut imaginer que vous répondiez alors lettre de motivation en français ou en néerlandais et que vous accompagnez alors votre lettre de motivation avec un CV en anglais. Si l'entreprise veut réellement avoir de vous un CV en français ou en néerlandais, je présume qu'elle reviendra chez vous et vous demandera une version en français ou en néerlandais. Mais c'est peu probable, si c'est une grosse organisation, ils comprendront l'anglais, il n'y a pas de souci. Cependant,
si maintenant vous postulez auprès de la Commission européenne ou des institutions parastatales, etc., ou des institutions de type fédéral, là, il y a souvent un processus de sélection qui est mis en place et qui est à respecter. Et donc là, il vaut mieux, alors à ce moment-là, donc faire en sorte d'avoir et le CV et la lettre de motivation dans la langue qui est demandée pour pouvoir être pris en considération. Sans quoi, vous pourriez être exclu de la procédure, ce que l'on ne veut pas. Alors, la police et la taille. Alors, c'est important d'utiliser une police qui est claire. Pour le recruteur, il faut que ce soit clair. Donc, et une taille aussi, je dirais plus ou moins 10, 11, pas trop petit. Au niveau des polices, ce que je vous recommande, eh bien, c'est du Calibri, du Cambria, Verdana, Arial ou Georgia. Donc parfois on aurait envie ou on aurait tendance de vouloir se distinguer en utilisant une police un peu plus qui sort un peu du commun, et souvent alors ce sont des lettres qui sont moins visibles et moins faciles à la lecture. Donc là je suggère plutôt que vous restiez dans le standard entre guillemets et que vous choisissiez une police qui soit facile pour le recruteur de vous lire et de retrouver les informations dont il a besoin. Et comme je disais, donc la taille 10 ou 11, pas plus petit que 10, ça serait peut-être trop petit. Cohérence. Cohérence dans un CV est importante également. Pourquoi? Il faut que ce soit cohérent du début jusqu'à la fin. Si vous mettez des majuscules partout. Si vous commencez avec des bullets et vous mettez des points à la fin des bullets, vous mettez des points à la fin de tous les bullets. Donc pas parfois et parfois oui et parfois non. Donc d'avoir une certaine cohérence dans la façon dont vous faites votre CV. Également aussi, donc la police, n'utilisez pas 2 ou 3 polices, une police suffisante est plus qu'assez. Donc une certaine cohérence au niveau de la structure. Donc si vous commencez par une majuscule, veillez à commencer partout avec une majuscule. Si vous mettez des points au fin des phrases, mettez partout des points au fin des phrases. Un recruteur, chez nous en tout cas, nous lisons de haut en bas et de gauche à droite. Ça veut dire que dans les expériences professionnelles, mais aussi à l'endroit des études, on commence par le plus important. Et donc, ça veut dire le titre du job, et puis alors la société, et puis après les années là où vous avez travaillé, mais pas l'inverse. Donc de haut en bas et de gauche à droite, c'est la façon dont on lit et c'est comme ça que les informations doivent pouvoir apparaître. Ok, le but d'un CV, c'est d'être retrouvé ou en tout cas d'être invité pour un entretien. Et pour ce faire, c'est bien de se démarquer de la masse. C'est bien de se faire démarquer de la masse et de se distinguer. Alors un peu de couleur certainement. Une photo, je le conseille également. C'est bien parfois de mettre les mots en gras. Et ces eye catchers sont importants. Pourquoi? Parce qu'ils vous distinguent des autres. Cependant, ils ne doivent pas non plus attirer l'attention sur les couleurs. Le but, c'est encore de vous mettre vous en évidence, vous et votre expérience et vos objectifs professionnels et vos ambitions au niveau professionnel. Donc, eye catcher certainement, un peu de couleur, j'éviterai le rouge. Et j'éviterai les couleurs fluo. Pourquoi? Parce que ce sont le rouge, parce que c'est l'interdit. Et les couleurs fluo, pourquoi? Parce qu'elles vont peut-être vous faire en sorte que le recruteur soit plus focalisé sur la couleur que vraiment par le CV. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vous mettre en avant et pas les couleurs. Alors les fautes de frappe et de langage, certainement, je sais que l'important c'est de faire relire, re-relire et re-relire par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'à la longue, on ne voit plus ces fautes. Donc c'est l'important de pouvoir faire relire par des personnes qui sont très minutieuses et vraiment mot à mot, donc pas en travers, mais vraiment en détail pour détecter s'il y a encore des fautes de frappe ou des fautes de langage.
La même chose pour les abréviations. Ne partez pas du principe que le recruteur ou que les décideurs au sein d'autres sociétés connaissent votre jargon. Donc là aussi, utilisez au maximum donc les mots en entier et donc pas d'abréviation, pas d'acronisme. Et si vous avez des doutes, là aussi, faites relire votre CV par une ou deux ou une troisième personne qui va justement probablement donc bloquer devant ces abréviations et qu'est-ce que ça veut dire ceci et qu'est-ce que ça veut dire cela. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous rendre compte que il y a peut-être encore l'une ou l'autre abréviation que je dois rectifier. Évitez les répétitions. Il y a des synonymes, mais donc évitez en tout cas les répétitions. Utilisez donc des synonymes, des expressions ou des mots similaires que vous pouvez mettre dans votre CV, mais évitez d'avoir dans un CV sur 3 lignes le même mot, le même vocabulaire. Donc voyez s'il n'y a pas moyen de trouver un synonyme à la place ou une autre expression qui peut être utilisée. Les logos et les sites, alors bon, c'est bien, les logos et les sites des sociétés, ça peut peut-être attirer l'attention, mais à nouveau, on ne veut pas attirer l'attention sur les sociétés là où vous avez travaillé. On veut en tout cas s'assurer que l'attention soit sur vous et vos expériences. Alors là aussi, j'estime que les logos et les sites des sociétés, eh bien, si vous avez travaillé chez Ikea ou chez Coca-Cola, tout le monde entre-temps connaît le logo d'Ikea et le logo de Coca-Cola, il n'y a pas de souci. Et si le recruteur ou le décideur veut savoir ce que fait Ikea ou Coca-Cola, eh bien, je présume qu'ils sont à même de pouvoir rechercher sur Internet ce que Ikea fait ou ce que Coca-Cola produit comme boisson. Les trous et les mensonges, là aussi, c'est parfois un peu ennuyeux. Si vous avez, pendant plusieurs années, vous avez fait d'autres choses, si vous avez eu d'autres priorités, il n'y a pas de souci, ça se respecte, mais évitez les trous et les mensonges. Les mensonges, pourquoi? Parce que voilà, les recruteurs bougent, changent de société, se parlent, le monde est petit. Les trous, pourquoi les éviter? Parce que ça attire le questionnement. Alors, il vaut mieux parfois dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, j'ai eu 3 enfants et j'ai éduqué mes 3 enfants. Ou bien, voilà, j'ai eu l'occasion de faire un voyage autour du monde. Très bien. Eh bien, vous avez fait un voyage autour du monde. Et je dirais même, dans ces cas-là, mentionnez ce que vous avez appris pendant cette période. D'accord? Les références. Alors là aussi, je prends une position. Pourquoi? Même si vous avez obtenu l'accord de certaines personnes de pouvoir partager leurs données, je ne pense pas personnellement que les références doivent se retrouver sur un CV. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces lois au niveau de la législation des données, donc RGPD ou GDPR. Et en plus, je pense que si vous êtes dans une procédure finale pour un entretien, pour un job, ça vous donne en tout cas l'occasion encore de recontacter la personne qui veut bien donner des références sur vous, de lui expliquer pour quel job vous avez postulé, quel est le contenu, etc. et tout. Et puis après alors de donner les références probablement par email ou par téléphone au recruteur ou à la personne des RH en question qui veut prendre des références sur vous. Mais donc là aussi, je dirais, ne mentionnez pas des références sur les CV. On ne sait jamais où ils peuvent aboutir et ce serait bien dommage d'avoir des données personnelles qui soient transmises donc à mauvais escient. Voilà ce qu'il en est concernant la forme. Donc, avant de passer au contenu, je voudrais conclure avec 2 choses importantes. Ce qui est important pour un recruteur, c'est d'avoir un CV avec une mise en page qui est assez claire, qui ne soit pas trop lourde, avec des blancs, etc. et tout, donc pas trop de texte. Mais donc aussi avec un contenu donc, que l'on lit du haut vers le bas et de gauche à droite. Donc toujours à chaque fois penser donc les informations les plus importantes sur la gauche et puis alors les informations moins importantes sur la droite. Donc comme je le disais, d'abord le titre du job, la société et puis après dans un troisième instant donc la date ou les dates pour lesquelles vous avez travaillé au sein de la société.
Alors, qu'est-ce qu'il en est du contenu? Qu'est-ce qu'on y met exactement? Je vais revoir un à un les éléments importants. Alors, on commence d'abord avec les données personnelles. Donc, c'est votre prénom, c'est votre nom de famille, c'est votre adresse email évidemment, c'est aussi votre adresse et c'est aussi votre lien URL qui réfère à votre profil LinkedIn. Alors, celui-ci, il y a moyen de l'éditer. Souvent, un profil URL contient plusieurs chiffres et plusieurs symboles, etc., ce qui n'est pas très bien ou très beau sur un CV. Donc, je vous suggère en tout cas d'éditer votre lien URL pour qu'il apparaisse uniquement avec votre prénom et votre nom de famille. Vous pouvez donc dans votre profil LinkedIn adapter ce lien URL dans la section Edit Public Profile et URL et là vous pouvez alors renommer votre lien URL en mentionnant votre prénom et nom de famille. Donc nom, prénom, adresse email, lien URL, votre adresse, donc votre domicile, votre date de naissance. Là aussi, il y a des discussions. Est-ce qu'on le met, est-ce qu'on la met, ou est-ce qu'on la met pas? Je dirais de toute façon, si vous ne mettez pas votre âge, un recruteur, eh bien, il peut compter. Il peut compter le nombre d'années que vous avez travaillé. Il peut compter ces nombres d'années au départ de vos études, etc. Donc, il arrivera de toute façon à estimer l'âge que vous avez à l'heure actuellement. Donc, le lui cacher ne servira pas à grand-chose de toute façon. Un dernier point qui est important à mentionner, c'est le statut marital, les enfants, l'âge des enfants. Oh, le permis de conduire, ce sont des données qui, à mon sens, ne donnent pas une valeur ajoutée à votre curriculum vitae. Ce sont des questions qui peuvent être posées pendant un entretien. La photo, là aussi parfois des discussions. La photo, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on ne la met pas? Alors, si vous décidez de la mettre, faites en sorte que ce soit la même que la photo sur LinkedIn, hein, qui est cette similarité entre les deux profils, profil LinkedIn et également votre curriculum vitae. Prenez une photo avec un fond qui soit neutre, blanc, en tout cas pas avec pas une photo de vacances ou avec des enfants ou quoi que ce soit, donc un fond neutre, une photo qui soit positive dans le sens où il vous faut un sourire, n'oubliez pas, c'est votre premier contact avec le recruteur, donc il doit être positif ce contact en question, il doit avoir envie de vous rencontrer. Donc discrimination ou pas avec photo, de toute façon nous sommes discriminés non pas uniquement avec la photo mais également aussi avec le type d'études que l'on a faites, l'endroit où on a fait ses études, le nom que l'on a, etc. et tout, la photo aussi. Donc si vous décidez de mettre une photo, mettez la bonne photo, une bonne photo professionnelle, mais je vous engage de toute façon de le faire, mais de choisir la bonne photo. Les talents. C'est important effectivement de pouvoir dire qui vous êtes, hein? Donc ça peut revenir dans votre profil, ça peut revenir dans votre lettre de motivation, mais rien ne se perd en mettant éventuellement une petite section avec vos talents et je dirais un top 3 ou un top 5 maximum. Qu'est-ce que c'est les talents? Eh bien ce sont des choses que vous faites spontanément, que vous n'avez pas forcément apprises, mais qui vous donnent de l'énergie. Donc ces talents, on les a ou on ne les a pas. C'est quelqu'un qui a du charisme, il l'a ou il l'a pas. C'est quelqu'un qui est positif, il l'est ou bien il ne l'est pas. Vous pouvez également mettre une section compétences et donc là la différence avec les talents c'est que les compétences elles ont été acquises, elles ont été apprises, on n'est pas né négociateur, on n'est pas né manager de projet, on n'est pas né responsable d'équipe, donc ces éléments là ce sont des choses que l'on a apprises, hein, donc sur le terrain avec ses expériences professionnelles, donc là aussi vous pouvez faire un top 3 ou un top 5 avec vos compétences. Donc à nouveau les talents c'est inné, tandis que les compétences, eh bien vous avez acquis ces compétences, vous les avez apprises sur le terrain, un top 3, un top 5 maximum, donc à mentionner dans l'une ou l'autre section dans votre curriculum vitae.
Les langues, nous sommes en Belgique, donc nous avons 3 langues au minimum, en ne comptant pas l'allemand. C'est important de mentionner quelle en est votre connaissance. Alors, on n'en est plus à l'époque où on mettait lu, écrit, etc. Je dirais, préférez alors une échelle, je dirais, donc visuelle, hein, de 1 à 5. 5 petits carrés pour ma langue maternelle, 4 pour ma seconde langue, ainsi vous la maîtrisez. Donc quelque chose de visuel, donc à mentionner, non plus comme dans le passé, lu et écrit et parlé. La même chose pour les connaissances IT, que ce soit software, que ce soit les CRM, etc. Donc si ce sont des systèmes informatiques que vous utilisez, qui sont susceptibles d'être intéressants pour votre nouvel employeur, et bien là aussi utilisez une échelle visuelle, hein, donc 5 petits carrés ou 5 bullet points si c'est une maîtrise donc exceptionnelle, et donc 4, 3, 2 ou 1. Maintenant, si c'est 1 ou c'est 2, je me pose la question si ça vaut la peine de mettre alors ces éléments en avant. Mais à partir du moment où vous avez une bonne connaissance, une bonne maîtrise, donc 3, 4 ou 5, n'hésitez pas à mettre ces compétences au niveau des langues et ces compétences au niveau IT. Les intérêts et les hobbies, là aussi, ça fait parfois sujet à discussion. Est-ce qu'on les met ou est-ce qu'on ne les met pas? Ce qui est important, c'est que si vous décidez de les mettre, ça doit être quelque chose de pertinent, ça doit être quelque chose de récent, ça doit être quelque chose, des activités qui sont actives. Si vous n'avez plus joué au tennis depuis 15 ans, eh bien, vous laissez tomber. Si par contre, vous êtes marathonien et toutes les semaines, vous faites un marathon, eh bien oui, mettez-les. Donc il faut que ce soit récent, il faut que ce soit pertinent, et quand je dis pertinent, ça veut dire que vous devez pouvoir raconter quelque chose. Lire, regarder la télévision, aller manger avec des amis, etc. et tout, mais tout le monde fait ça. Ce qui est important ici, dans ses intérêts, dans ses hobbies, c'est de pouvoir mettre des choses qui sortent du commun et qui vraiment donnent votre personnalité. Et pourquoi est-ce que c'est parfois important quand même d'en mettre quelques-uns? Ça peut briser la glace. Imaginons que vous êtes justement un marathonien et que vous rencontrez un recruteur qui fait également des marathons. Ça peut permettre lors d'un entretien d'avoir une conversation et de briser la glace. Tout ce qui est extra, alors à l'heure actuelle, les engagements sociaux, le travail de volontariat, etc. sont certainement les bienvenus. Et donc là aussi, si ce sont des activités récentes, pertinentes, mettez-les. Imaginons que vous êtes prof de gym, ou bien que vous êtes par exemple avocat prodeo, ou bien que vous travaillez au sein de la Croix-Rouge. Eh bien, ce sont des engagements que vous pouvez mettre. Pourquoi? Parce que ça peut mettre en valeur d'autres capacités, d'autres qualités que vous avez en vous. Mais à nouveau, si c'est pertinent et si c'est récent. Donc pas des activités qui n'ont plus eu lieu depuis les 10 ou les 15 dernières années. Alors, on a parlé de l'importance de l'objectif professionnel. Pourquoi cet objectif professionnel est important? Eh bien, parce que le reste de votre CV en découle. Alors, à quoi ressemble-t-il cet objectif professionnel? Eh bien, je dirais qu'il y a 3 éléments. Il y a 3 éléments que l'on doit pouvoir retrouver. C'est qui êtes-vous? Quelle est votre expertise et que recherchez-vous? Donc, qui êtes-vous? Je veux dire par là vos talents, votre type de personnalité, ce qui vous caractérise en tant que personne, en tant qu'individu. Que savez-vous faire? Quelle est votre expertise? Quelle est votre compétence? Quelles sont les choses que vous pouvez faire et pouvoir faire chez un nouvel employeur en échange, bien sûr, d'un salaire à la fin du mois? Donc, quelles sont vos compétences, vos expériences, votre expertise? Et le troisième élément, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Et qu'est-ce que vous recherchez là à nouveau comme type de société, comme type de job, comme culture, éventuellement la localisation, si vous voulez une grande entreprise ou une PME. Tout ça, ce sont des éléments qui déterminent ce que vous recherchez exactement au niveau professionnel. Donc, qui suis-je? Quelle est mon expertise et qu'est-ce que je recherche? Quelle est mon ambition professionnelle?
Et ça, vous pouvez donc le décrire en 3, 4, 5 lignes. Ça doit être quelque chose de personnalisé. Vous pouvez vous inspirer d'autres personnes, d'autres CV. Si vous regardez sur Internet, vous en trouverez quelques exemples. Mais faites quelque chose qui soit donc très personnel et qui vous corresponde à vous, parce qu'on est susceptible de vous poser des questions là-dessus. Alors l'expérience professionnelle, donc ça c'est vraiment le cœur de votre curriculum vitae. Donc si l'objectif professionnel n'est pas déterminé, les expériences professionnelles que vous allez y mettre ne vont pas forcément correspondre à votre objectif. Alors l'expérience professionnelle, comment est-ce qu'on va la décrire? Eh bien, les 10-12 dernières années sont les plus importantes. Ces 10-12 dernières années doivent absolument se retrouver sur la première page de votre curriculum vitae. Et là, alors, je vous suggère d'avoir 3, 4 bullet points, expérience, contribution, réalisation, projet, peu importe, dont vous êtes fier, dont vous avez contribué de manière importante, et d'écrire ces activités de la façon suivante, avec un verbe actif. Et quand je veux dire un verbe actif, c'est du style implémenter, organiser, suggérer, ça peut être aussi développer, etc. Donc un verbe actif utilisé dans le passé. Et ces expériences professionnelles, il faut les décrire, je dirais, 1-2 lignes maximum. Ce n'est pas une longue phrase avec sujet, verbe et complément, non, c'est vraiment très actif. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que l'on veut retrouver dans ces expériences professionnelles? Et là, c'est un piège, c'est que souvent dans un CV, on retrouve un descriptif de tâches et non pas les réalisations. Et c'est une différence importante. Si je vous dis que je suis ressources humaines et que je recherche un recruteur, eh bien ce recruteur en question, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est son descriptif, eh bien c'est de écrire des job descriptions pour pouvoir les poser, les mettre sur Internet. C'est de screener les CV qui rentrent, c'est d'avoir des entretiens avec les candidats, c'est également d'écrire des rapports sur les candidats et c'est les présenter chez le client. Cependant, moi je suis responsable des ressources humaines et je veux savoir quel type de job, combien de personnes est-ce qu'il a rencontré, pour quel type de client, quel type de fonction. Donc, et ça, c'est une différence. Donc, je veux savoir, non pas, et ce que je sais déjà, qu'un recruteur, il fait un screening de CV, qui fait des entretiens, qui fait des rapports et qui rencontre, qu'il suggère les candidats aux clients. Ça, c'est le descriptif. Ce que moi, je veux savoir, c'est le type de job, c'est le niveau, le type de fonction, combien de personnes il a rencontré, pour quel type de secteur, pour quelle expertise en question. Donc, je vais reformuler mes expériences de manière beaucoup plus active, comme par exemple ici, donc 15 postes de cadre supérieur pourvus en 5 mois pour 3 organisations de premier ordre actives dans le secteur bancaire et assurance, par exemple. Si je prends un autre exemple, 100 entretiens sortis réalisés, raison de départ analysée et plan d'approche présenté, entraînant une augmentation de 7% de la satisfaction au travail selon notre dernière enquête d'opinion interne annuelle. Donc ce qui est important, c'est de vraiment faire la distinction entre les tâches, une description de job et les réalisations. Et dans ces réalisations, je me répète, donc un verbe actif, toujours exprimé dans le passé, 1, 2, 3 lignes maximum. Et le dernier élément à mentionner, c'est d'utiliser également des chiffres. Des chiffres, pourquoi? Parce que les chiffres, ça ressort. Si vous avez un CV, il y a beaucoup de texte. Le fait d'y mettre des chiffres, eh bien, ça frappe à l'œil et donc ça ressort de votre contenu. Et les chiffres ne sont pas le privilège des gens qui sont dans la finance ou dans la vente, non. Ces chiffres, on peut les retrouver dans tout. La durée d'un projet, le nombre de personnes, etc. Ce sont des éléments que vous pouvez rajouter justement pour donner plus de contenu à votre curriculum vitae, et quantifier est hyper important
pour sortir de la masse. Donc réfléchissez aux chiffres, les durées, le nombre de personnes, si le résultat d'une action a fait augmenter un pourcentage de X ou bien réduit un pourcentage X de coûts, etc. Donc il faut effectivement un peu réfléchir, mais bien distinguer donc ces réalisations, ces contributions, ces projets, c'est ce que l'on veut voir dans le CV et non pas un descriptif de tâches. Donc je vous mets là au challenge de réfléchir dans votre CV, est-ce que vous avez un descriptif de tâches ou bien est-ce que vous avez réellement des expériences professionnelles qui ont été écrites de la façon dont vous voyez ici à l'écran. Les études et formations professionnelles. Alors là aussi, on va les mentionner comme les expériences professionnelles avec donc de haut en bas et de gauche à droite. Donc ça veut dire d'abord le choix d'études et puis alors après en deuxième lieu l'institution où vous avez fait ces études et puis après les dates. Et pas l'inverse. Et de haut en bas, donc ça veut dire le plus récent ou les études les plus récentes donc au-dessus et vous allez donc dans le passé donc en bas de votre CV. Les expériences ou les formations professionnelles que vous avez également suivies sont les bienvenues et donc n'oubliez pas si vous en avez l'occasion de mettre qui est le provider de ces formations et l'année également où vous avez suivi ces formations en question. Choisissez-les si vous avez beaucoup de formations, si vous avez eu la chance de suivre beaucoup de formations, choisissez celles qui réellement vous aident à atteindre votre objectif professionnel. Donc études, formations professionnelles, ce qu'on oubliera aussi, ce sont les stages ou etc. au début que vous avez fait ou peut-être si vous avez fait un travail de fin d'études, le sujet en question n'est probablement plus pertinent. Vous pouvez laisser tomber ces informations. Les distinctions, etc. aussi ne sont pas forcément pertinentes. Donc ce sont des éléments que vous pouvez, à mon sens, laisser tomber dans votre CV. Encore un mot sur le ATS System, donc Applicant Tracking System. Probablement, vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus, les choses sont automatisées et également au niveau du recrutement. Donc, ça veut dire que certaines sociétés font appel à des systèmes donc automatisés pour faire une première sélection de CV. Et cette première sélection de CV, en quoi est-ce qu'elle consiste? C'est de rechercher certains mots-clés qui ont été mentionnés donc dans l'annonce en question. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous avez une annonce d'utiliser les mêmes termes qui ont été utilisés dans l'annonce, d'utiliser les mêmes termes et dans votre CV, mais également aussi dans votre lettre de motivation. Voilà, je regarde s'il y a encore l'une ou l'autre chose que je dois vous mentionner par rapport au contenu. Peut-être une chose que j'ai oublié de vous mentionner par rapport aux études. Si vous avez un diplôme universitaire ou vous avez fait un master ou un bachelor, eh bien, vous pouvez effectivement laisser tomber les études secondaires puisqu'elles ne sont probablement plus pertinentes. Voilà, je pense que je vous ai dit en grande ligne les éléments des sections différentes à retrouver sur un CV. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que pour le contenu du CV, comment faciliter la vie aux recruteurs, ce sont avoir des bullet points avec 3-4 réalisations, contributions pour les 10-12 dernières années sur la première page. Pas de texte avec des longues phrases et avec un sujet, un verbe et un complément. Donc vraiment uniquement un verbe actif comme présenté ici à l'écran. Et donc n'oubliez pas à nouveau les chiffres parce que les chiffres ça parle, ça quantifie et ça donne également une idée du niveau de décision ou de responsabilité au sein d'une entreprise. Donc n'oubliez pas ces chiffres, réfléchissez en termes de durée, nombre de personnes, d'activités, de chiffre d'affaires, profit and loss, etc.
Alors, les autres sortes de CV. On a parlé ici principalement du CV chronologique qui est le plus utilisé par les recruteurs. Il en existe deux autres. Il existe alors le CV fonctionnel. Et le CV fonctionnel, quand est-ce qu'on l'utilise? Alors, on l'utilise si, par exemple, on n'a pas travaillé pendant un certain nombre d'années. Parce qu'on s'est occupé de ses enfants, par exemple. Ou bien si on a changé beaucoup de jobs et que donc un CV chronologique donnerait une impression voilà, d'avoir changé peut-être toutes les 2 années, ce qui n'est pas très favorable. On l'utilise aussi si on a eu la chance de pouvoir faire un voyage autour du monde pendant 2 ans. Et bien là aussi, on va éventuellement donc envisager un CV fonctionnel. Alors le CV fonctionnel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas forcément la chronologie inverse, hein, donc le plus récent au-dessus et le plus ancien en dessous, comme dans un CV chronologique. C'est plutôt mettre en évidence certaines expériences, certaines compétences, certaines réalisations. On l'utilise aussi, très important, quand on fait un changement de carrière, quand on fait un changement de direction. Donc le CV fonctionnel, lui, est moins utilisé que le chronologique, mais donc rentre en ligne de compte dans ces situations que je viens de vous mentionner. Vous pouvez également faire un CV, je dirais, moitié chronologie, moitié fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, un recruteur, lui, aime bien cette chronologie, ça le rassure. Si vous avez uniquement un CV, uniquement avec le fonctionnel, avec toutes les compétences, les talents, les réalisations, et sans mettre de date, eh bien, il ne sait pas, mais quand est-ce que mon candidat, il a fait telle et telle chose. Alors, je vous recommande, alors, dans ce cas-là, de faire une mini chronologie avec vos expériences professionnelles et également de faire une deuxième page alors avec ses réalisations et ses compétences et ses projets bien spécifiques que vous voulez mettre en avant sur votre curriculum vitae. Donc, CV fonctionnel uniquement existe, mais éventuellement un CV fonctionnel / chronologique est également envisageable. La troisième sorte de CV, c'est le CV créatif. Alors, le CV créatif, pourquoi? Eh bien, on veut montrer, par exemple, certaines compétences graphiques ou créatives par le biais du CV. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas par le recruteur, on ne le sait pas à l'avance, mais bon, ce sont vos compétences graphiques. Donc, dans certains cas, il s'avère intéressant de pouvoir utiliser un CV créatif dans le but de postuler pour un emploi, à savoir que les CV créatifs sont peut-être moins adéquats, entre guillemets, pour le système donc automatisé ATS, Applicant Tracking System, parce que le système informatique, lui, ne retrouve pas forcément les informations au bon endroit. De toute façon, discutez-en avec votre consultant de voir est-ce qu'il vaut mieux avoir un CV chronologique ou bien un CV fonctionnel ou fonctionnel / chronologique ou bien alors uniquement créatif. En résumé, qu'est-ce que nous avons revu aujourd'hui? Voilà, pourquoi un curriculum vitae? Pourquoi est-ce que nous devons faire un curriculum vitae? Eh bien, si on veut un emploi à l'heure actuelle, c'est le CV qui est en cours d'actualité. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? Donc, ça n'est pas toute une vie sur 2 pages. Il est impossible de résumer 10, 15, 20 ans de carrière sur 2 pages. Donc, c'est vraiment un teaser pour pouvoir être invité pour un entretien et pour pouvoir susciter l'intérêt du recruteur. Le but, c'est de pouvoir avoir cet entretien, donc c'est de faire une bonne première impression, de se distinguer des autres, de se démarquer des autres, c'est important. On a vu les 3 sortes de CV, chronologique, fonctionnel et créatif. Et on a également parlé de l'importance de l'objectif professionnel, sans quoi, si celui-ci n'est pas déterminé, vous n'arriverez pas à votre but et le contenu de votre curriculum vitae n'est probablement pas en ligne avec ces objectifs. Et nous avons également vu les points importants à faire ou à ne pas faire au niveau de la forme et au niveau du contenu. Voilà, il me reste à vous souhaiter bonne continuation, bonne chance et peut-être à plus tard.
Voici peut-être encore 3 exemples. Donc, à gauche, vous avez le CV, je dirais plutôt dit traditionnel, donc chronologique. Celui du milieu, c'est un CV qui met en avance certaines réalisations, certains projets, donc descriptifs de ces réalisations. Et le troisième, donc sur la droite, c'est un CV donc plutôt de type créatif. Voilà, merci bien et à plus tard peut-être.